C'est à Casablanca au Maroc que je suis né en cette fin de novembre 1930. Mes parents, affectés dans ce territoire nord-africain, avaient rejoint au mois de juin la ville de Casablanca, où mon père, sortant de l'école d'application du service de santé des armées, était médecin-lieutenant dans le cadre de l'affectation de troupes d'opérations extérieures, les TOE, qui à ce moment-là couvraient tant le Maroc que le Liban et le Levant. Du Maroc, je n'ai gardé aucun souvenir. Mais mon père y effectuait des déplacements dans les montagnes de l'Atlas, le Grand Atlas, et passa la fin de son séjour dans le Tafilalet. Il était un compagnon d'armes, si j'ose dire, de Bournazel, qu'il a connu là-bas, et c'est à cette époque-là qu'il reçut la Croix de guerre TOE pour son action dans le cadre d'ambulances mobiles, à dos de mulet, je crois. Non, quoique la sienne était plutôt automobile. Et c'est en 1933 que le Maroc ayant été dit pacifié, les opérations terminées, le papa rentra et fut affecté à Nancy dans une unité de l'armée de l'air, un 21e escadre de bombardement à Essey-les-Nancy. Nancy était une ville de garnison, il y avait beaucoup d'activités militaires et mes parents vivaient dans ce cadre. Relations en temps classique un peu mondaines, quelques sorties de bridge et quelques clubs, si j'ose dire, avec de bonnes relations. Les prises d'armes animaient le paysage. La plus importante dont j'ai le souvenir fut le retour des cendres ou des départs du maréchal Lyautey, qui était mort à Toré et qui fut dont la sépulture fut envoyée au Maroc. Entre Nancy et le Maroc, de grandes cérémonies eurent lieu et papa y prit part en tant qu'ancien du Maroc. Il participa à la garde d'honneur de la dépouille mortelle au palais du gouverneur. Je me souviens de l'abondance des spahis aux couleurs chatoyantes qui entouraient tout ce décorum. Nous avions aussi quelques activités dont je me souviens, des meetings aériens à Essey-les-Nancy, qui était la base aérienne, et où était stationnée donc cette 21e escadre de bombardement, dit lourd, ce qui fait un peu sourire maintenant quand on appelle avion lourd. Je me souviens d'un meeting qui eut lieu et eu un accident grave, un avion percuta la foule, ce fut une débandade. En dehors de cela, je fis ma première communion en 1937, dans le cadre tant de la pension que de la paroisse Saint-Léon, et ce fut la fin du séjour, car papa venait d'être muté. L'escadre était repliée sur Bordeaux, dans le cadre stratégique, si j'ose dire, du repli des forces lourdes vers le centre de la France, et pour échapper à les attaques ennemies, c'est-à-dire d'Allemagne. Maman ne fut pas enchantée de ce départ, elle s'était acclimatée à Nancy, et c'est avec regret qu'elle quitta cette belle ville pour arriver à Bordeaux, rue Le Berton, que papa avait loué lors d'un déplacement rapide pour préparer le déménagement, rue Le Berton, que maman trouva triste, peu agréable, sombre et tous les qualificatifs négatifs qu'on peut y ajouter.
C'est pourtant là qu'elle vécut pendant plus de 20 ans ensuite. À Bordeaux, nous étions dans le quartier dit Saint-Genès, à la limite du quartier espagnol et du quartier bourgeois. La rue Le Berton était un peu à cheval sur les deux. Plutôt côté bourgeois que espagnol quand même. Notre paroisse était Saint-Nicolas, elle qui était fréquentée par le Solar et toutes les bandes hispaniques. J'allais au collège Saint-Genès, entré en classe de 9e. C'était un des 3 établissements de Bordeaux, ayant une grosse importance, tenu par l'affaire des écoles chrétiennes, qui concurrençaient Tivoli et Grand-Lebrun, jésuites et marianistes. J'ai eu de nombreux camarades qui habitaient un peu le quartier, et nous sommes restés en relation pour certains pendant très longtemps. C'était des familles assez nombreuses et justement les uns les autres, différentes classes d'âge, mes frères et sœurs, tout cela faisaient des bandes assez compactes et complémentaires. À cette fin 1937 naquit Nicole, la numéro 4, donc ma sœur, première fille, dont je fus le parrain. En fin d'année, mon père, affecté dans un emploi civilo-militaire, comme on dit à l'époque, pour les officiers d'active, fut pris la direction du centre d'appareillage de ce qu'on appelait des mutilés, rue du Hamel à Bordeaux, une entreprise importante avec des ouvriers d'État, des menuisiers, des cordonniers, qui travaillaient ces différentes matières pour préparer quelques outils médicaux. Cette installation rue du Hamel avait un très grand jardin et parfois nous y allions le dimanche faire de la bicyclette. Papa était amené à faire des tournées dans le sud-ouest, c'était sa zone d'activité, Bayonne, Pau, Angoulême, La Rochelle. Et, ces voyages étaient plus ou moins, parfois un peu mystérieux, car certains contacts, je ne dirais pas de résistance, étaient pris, mais enfin, c'était toujours un peu hasardeux. Et il ramenait un peu de ravitaillement également, ce qui n'était pas pour déplaire à la famille. Voilà le déroulement de ces périodes. Les Allemands occupaient le collège. Ils avaient installé des unités de DCA qui se repliaient dans la journée en ville et repartaient la nuit pour se mettre en position sans doute dans les faubourgs. Nous avions des canons automoteurs, des semi-chenillés dans le collège, et nous tournions autour. Les Allemands ne nous laissaient pas trop approcher, mais enfin ils nous laissaient regarder, et ça nous intéressait au plus haut point. Le lundi, une fois par semaine, nous avions l'après-midi de plein air. C'était une invention du gouvernement de l'époque. Il fallait aérer les jeunes. Nous partions donc en tramway à Lafitte, domaine que possédait l'école, derrière Talence, derrière un domaine sans aucune installation particulière, où on faisait du foot, du volley-ball, et on passait une assez agréable après-midi. On avait droit aussi à l'époque aux biscuits vitaminés. Tous les soirs, à 5 heures, le sous-directeur arrivait dans les classes avec des caisses de bonbons à la caséine qu'on distribuait suivant l'âge, puisque nous étions soit J2, soit J3, enfin différentes catégories. On avait droit à 4 biscuits ou à 6, je ne sais plus. C'était quand même apprécié parce que nous étions vraiment
un peu faiblement alimenté. Il y avait même quelques dons. La municipalité avait reçu de Roumanie des oies, je crois, à une époque, et la famille eut droit à une oie, vu famille nombreuse dans le cadre également. Maman était médaillée, la famille française, la croix de je ne sais quoi. Enfin, le maréchal Pétain essayait de soulager la misère des familles françaises. Question spectacle, il n'en était pas question. Nous n'avons jamais mis les pieds au cinéma jusqu'à la fin de la guerre. Quelquefois, à la Saint-Genès, dans la salle de l'école, il y avait une pièce de théâtre ou quelque chose de ce genre. Comme on n'était pas habitué à un autre mode de vie, on s'y faisait. On avait droit à la messe le jeudi matin, le grand déploiement avec les enfants de chœur, le diacre, le sous-diacre, le toriféraire. Enfin, c'était très apprécié et c'était assez bien suivi. Le temps passe. Et bombardement, le plus fort c'était celui de la Bourse en 40, la bourse du commerce a brûlé là sur les quais, et un autre bombardement en 43 à midi, en plein déjeuner, il fit je crois 300 morts dans le quartier de Bacalan. Pendant quelques secondes, on a senti la terre vibrer sous l'effet des bombes qui explosaient. Ce qui n'empêche que je crois qu'à 2h de l'après-midi, on partait à l'école. Comme quoi, on se faisait un peu à tout. Sur le bassin du jardin public, on faisait marcher les bateaux. J'avais un sous-marin avec un élastique fabriqué par le menuisier du centre d'appareillage, qui avait également fait des sacs à dos pour les sorties scouts. J'étais inscrit au scout dans le cadre du lycée, du collège, et nous avions des sorties hebdomadaires et 2 ou 3 camps là, en fin d'année dans les Pyrénées ou dans la région de Cognac. Voilà les distractions. La libération arriva en août 1944. En quelques semaines après le débarquement, tout changea. On s'aperçut que le monde allait tourner. Il tourna assez vite et sans énorme coup férir, si ce n'est des coups de gueule. Et les FFI firent leur apparition dans Bordeaux, FFI, FTP, suivant le côté politique. Ils débarquèrent comme des conquérants. Je crois qu'en réalité, les Allemands avaient pris le devant, étaient partis en douce, sans attendre de se faire plus ou moins canarder. Et le fin août fut la libération, un grand déploiement, drapeau, musique, la grosse cloche, etc., etc. On changeait de camp, on était libre. Du coup, on n'avait pas pu bouger, on était à Bordeaux, on était resté bloqué donc pendant tout l'été à Bordeaux. C'était notre libération. La vie publique reprit très vite. Dès le mois d'octobre, la foire se réinstalla sur les quinconces, les manèges et le grand flonflon. Les Français oublient vite. Il y avait le front du Médoc, là, qui était sur l'estuaire de la Gironde. Et alors là, les troupes furent envoyées sur place et maintinrent les Allemands à respect pendant 6 mois, jusqu'au mois d'avril 1945.
Entre-temps, le général de Gaulle était venu à Bordeaux mettre de l'ordre un peu du côté, se faire voir et mettre de l'ordre politique dans ces partis qui sournoisement se tapaient les uns dans les autres. Nous le vîmes depuis le balcon de nos amis Mounier, qui était directeur du comptoir d'escompte à l'aide de Tourny à Bordeaux. Et c'est un des souvenirs de l'époque. Le comptoir d'escompte, dont j'avais donc le camarade, et qui, fait du hasard, reviendra à nouveau dans l'histoire personnelle à une autre période. Vous comprendrez plus tard. Le bac, 2 ans après, fut pas un succès. Je suis collé, je redoublais, je partis au lycée Michel Montaigne, un enseignement plus sérieux, et j'ai eu surtout l'occasion de faire un séjour en Angleterre, ce qui était fort rare à l'époque, un échange Bordeaux-Bristol, pour lequel je fus retenu. Je passais 1 mois à Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre, en découvrant le pays et en faisant de gros progrès dans la langue. Ce qui, je crois, me servit quand même plus tard, puisque j'avais eu surtout une formation théorique, et là j'ai eu l'occasion de parler avec ce Bob qui était venu lui-même à Bordeaux pendant 1 mois dans la maison, où il avait été reçu en grand festin, si j'ose dire. La municipalité avait même délivré 20 litres d'essence à papa pour qu'on puisse le promener un peu. Vous voyez, on avait fait de gros efforts. Les Anglais en firent beaucoup moins quand je suis allé à Bristol, mais ceci est un autre problème. Donc, au lycée Michel Montaigne, j'ai retrouvé de nouveaux camarades, je fus reçu au bac. L'année suivante, je faisais maths LM. Je me suis à ce moment-là décidé, vu mes capacités, vu mon âge, vu différents éléments, à préparer Saint-Cyr. J'aurais peut-être voulu faire l'école navale, mais c'était, vu mon échec au bac, c'était déjà irrémédiable. Et je n'aurais sans doute pas atteint le niveau nécessaire. Donc la corniche d'Amade au lycée, classe préparatoire de Cyr, nous étions une vingtaine, une bonne classe, bon professeur, bonne ambiance. Et en 1949-50, je suivis donc cette formation. Je fus collé au concours, je m'y attendais un peu, mais le major de notre promotion, le Joly, était quand même le camarade de classe avec des notes mirobolantes. C'était quand même un cas un peu particulier. Je suis parti au Prytanée militaire à La Flèche pour ne pas redoubler sur place, et au Prytanée, ambiance studieuse et monacale, là-bas, sur les bords du Loir, ambiance accueil très froid quand on arrive, bizutage, etc., mauvais accueil si on peut dire, mais qui s'estompe assez vite et fait place à une grande camaraderie une fois qu'on est admis dans le système. En juin de l'année suivante, je fus donc un nouveau candidat au concours, et je fus réussi l'admissible, puis l'oral, au mois de juin 51. Le concours se passait à Prytanée, ce qui était un gros avantage. Nous étions dans un cadre local et même soutenu par l'encadrement de l'école. L'aumônier faisait partie des espions qui soudoyaient à l'oral les gardes républicains pour avoir les notes. Enfin, c'était assez folklorique. Et sortant en fin d'épreuve, 2 jours après, je savais que je serais reçu dans une
une bonne moitié du classement, ce qui était un soulagement, et je puis me considérer comme reçu même avant la publication des résultats. Au mois d'octobre, je crois que c'était fin septembre, je fus convoqué à Couët-Quidan, en Bretagne, où se trouvait Sire. Nous étions plus de 100 sur 300 venant du Britannique. Nous formions une mafia qui se soutenait elle-même. Donc nous étions peu perméables aux brimades de nos anciens, étant assez forts pour nous défendre par nous-mêmes. Le Couët-Quidan, à cette époque, tenait plus du camp de prisonniers que d'une école militaire. C'était des installations tout à fait primitives et vraiment spartiates. L'enseignement militaire n'était pas mauvais. On formait des chefs de section. Quant à l'enseignement théorique dit supérieur que nous devions recevoir, je crois qu'il fut plutôt faible. Des cours d'économie politique, de droit ou de langue n'allaient jamais bien loin. On faisait un peu de cheval aussi, ce qui était la terreur pour certains. Voilà. En fin d'année, j'ai été dans un bon classement, entrée de 220e. Je crois qu'en fin de première année, j'étais dans les 60e. Et je fis le choix en me disant que le mieux pour moi, c'était l'arme blindée cavalerie. Donc j'ai eu la possibilité de choisir cette arme, et ce qui nous conduisit en deuxième année à ce qu'on appelait une préapplication, et nous étions groupés dans 3 unités, 3 pelotons, qui font l'escadron de l'école. J'avais le capitaine Boideau, et avec lui nous décortiquions les chars, les automitrailleuses, ce qui nous passionnait beaucoup plus que le combat d'infanterie. Et nous voyions avec une certaine morgue nos camarades de bif partir le poncho sur l'épaule, pendant que nous allions rouler en moto ou en auto-mitrailleuse ou char à Quiberon, à Saint-Malo, à diverses sorties dans toute la Bretagne. Cette deuxième année fut vraiment beaucoup plus agréable, et nous étions également installés dans des conditions très supérieures, dans de vrais logements avec le mess des officiers, etc., etc. Le baptême, le triomphe de la promotion eut lieu en fin juillet. Papa, maman et Nicole y vinrent. Papa inaugurait la nouvelle traction qu'il venait enfin d'avoir, chose difficile à l'époque. Elle était magnifique et faisait presque sensation. C'était les derniers modèles de la voiture, avec certains perfectionnements qui semblaient vraiment luxueux. Le triomphe, grande fête, eut lieu avec baptême de char, prise d'armes, enfin le traditionnel cérémonial de cire. En fin août, donc, nous étions nommés sous-lieutenant, fin de notre période de scolarité, nous étions officiers, et j'étais dirigé, choisissais Saumur comme école d'application, puisque c'était là que je devais passer une année. Saumur était un cadre différent, nous allons le voir, et les choses étaient donc en bonne voie. Nous voilà donc à Saumur, cadre complètement différent. Nous sommes sous-lieutenants et traités vraiment comme des officiers de cavalerie. Inutile de dire que là, nous avons été amenés à passer chez le maître bottier et chez le maître tailleur. Nous sommes équipés en tenue d'équitation, bottes faites à la garde républicaine. Tout cela a fortement écorné les premiers mois de solde que nous avons touchés en sortant de Couët.
et ça faisait partie du standing cavalerie. Nous le savions. Donc, ambiance assez guindée, si j'ose dire, c'est un grand mot. Enfin, nous sommes logés à l'école, nous sommes bien logés. Nous avons droit à des chambres, en principe à 2. En pratique, c'est souvent 1, plus un lit disponible, avec un cabinet de toilette, et nous avons à notre disposition, par groupe 2 ou 3, un manus, que nous appelions un manus, c'est-à-dire un genre d'ordonnance qui était à notre service pour faire le nettoyage, l'entretien, et cirer les bottes, et que nous salissions pas mal, surtout lorsque nous venions des exercices en campagne. La vie commençait tous les jours, pratiquement, par une reprise à cheval, à 8 heures du matin, si je m'abuse. Nous avions un écuyer, homme fort distingué, par groupe de brigades d'élèves. Le nôtre, c'était le lieutenant Gilly, qui était très agréable et quand même sévère pour les questions de travail à cheval. Nous avions donc soit la reprise au manège, soit la sortie à Véry, en campagne, à 2 ou 3 kilomètres de la ville, et cela durait 1 heure ou 1 heure et demie. Après, nous avions les cours dans l'enceinte de l'école. Les bâtiments étaient assemblés autour de ce qu'on appelait le chardonnay, donc il y avait peu de distance à effectuer, cours auto, cours de transmission, etc., etc. Les exercices pratiques se trouvaient à Fontevraud, au champ de tir de Fontevraud, où se trouvaient rassemblés les engins blindés sur tous les chars. Là, nous faisions donc nos armes de chef de peloton. Nous prenions nos repas aux messes des officiers, et comme des grands. La ville en elle-même ne présentait pas tellement d'avantages ou d'intérêts. C'est une ville bord de Loire, quelque peu endormie. Les hauts lieux étaient le café Budan sur les bords de Loire, quelques commerçants indispensables, des maîtres bottiers, maîtres ouvriers, ou surtout la mère Képi, une personne inénarrable et indispensable, qui faisait les coiffures près de l'école, rue Gambetta. Et cette personne avait d'ailleurs un carnet d'adresse, si on peut dire. Quand on était inscrit chez elle, elle nous disait: il n'y a aucun problème, pendant toute votre carrière, vous m'envoyez un message, faites-moi un képi de lieutenant, faites-moi un képi de capitaine, faites-moi un képi de général si vous voulez, j'ai vos dimensions, je vous l'adresse chez vous. Saumur était une ville quelque peu perdue au point de vue communication, ce qui fait que nous sortions peu de l'agglomération, pas de question, sauf quelques particuliers qui avaient des relations plus ou moins familiales ou plus ou moins mondaines et qui étaient invités à Nantes ou au Mans à des soirées type pince-fesse, chercher le mari pour la future belle-fille. Ce ne fut pas mon cas. Donc nous faisions pas mal de sorties en moto là, le dimanche pour aller se promener dans les environs, que nous écumions le temps s'écoulait doucement. Dès le mois d'avril, on commençait à se demander quelle est la garnison que nous allions choisir au mois de juillet à la sortie. Entre-temps, nous avions prévu, il était prévu un grand stage à Münsingen
un grand stage d'application, si on peut dire, de 3 semaines dans le sud de l'Allemagne. Ça faisait partie des grandes habitudes de l'école. Nous y étions donc, et c'est là que, en fin avril, début mai 1953, nous apprîmes la chute de Dien Bien Phu. Nous étions aux messes de Münzingen lorsque nous suivions les événements qui se déroulaient là-bas. Et un jour, de très près, et dans le grand messe, je me rappelle qu'une voix scripturale annonça « Dien Bien Phu est tombé », ce fut une catastrophe dans l'assistance. Tout le monde en pleura presque. Peu de jours après, nous apprîmes que le stage se terminait, que nous rentrions à Saumur, que l'école fermait, tout au moins notre stage était terminé, que le carrousel n'aurait pas lieu et que nous allions être directement affectés dans les régiments. Ainsi se terminait en queue de poisson, si j'ose dire, cette année à l'école, parce que la dernière partie, celle du carrousel, était l'une des plus attendues dans la ville de Saumur. C'était la grande fête de l'école, et comme le triomphe de Saint-Cyr. Nous n'y eûmes pas droit. On nous remit traditionnellement les sabres, et ce fut la fin de l'école pour nous. Il n'y eut pas d'examen de sortie. Un classement fut établi, je me demande sur quels critères, et nous fûmes réunis pour l'amphi-garnison. Chacun prit un peu de cours, se mit à chercher sur la liste des unités disponibles quel serait son point de chute. J'avais espéré trouver une affectation au 4e chasseur en Tunisie. Ce ne fut pas le cas, la place était prise, j'étais dans la moitié du classement, et en fin de compte, je me retrouvais 31e dragon à Lunéville. Lunéville, cité cavalière jusqu'en 1939, mais qui avait quand même perdu beaucoup de son renom à cette époque-là. C'est là que donc se trouvait mon futur régiment, que fus invité à rejoindre dans les moindres délais, sans permission de fin de stage, ni aucune cérémonie particulière. J'embarquai donc avec ma moto à Saumur, et nous étions 3 camarades affectés au même régiment, Iliou et Petit, donc ce qui nous permettait déjà d'être groupés là-bas et de faire un peu bloc en arrivant. Les événements, comme on dit, se précipitaient tant en Indochine qu'en Tunisie, et notre fameux 31e dragon était chargé de mettre sur pied un régiment qui allait partir soit pour l'un, soit pour l'autre. On ne sait où, suivant la décision qu'allait prendre le gouvernement et au Mendes France. Mendes France traita, on abandonna l'Indochine, et le régiment fournit les effectifs pour une unité direction la Tunisie. Mais nous n'étions pas du tout dans le coup. On nous a dit, vous les jeunes, vous restez pour former le futur régiment qui va se reconstituer. Ainsi débutait notre arrivée dans la cité cavalière. Bon, je trouvais avec quelques difficultés, mais un logement très correct dans une assez belle villa le long des bosquets, des grands jardins près du château, chez Madame Hélé, famille cavalière, famille d'ingénieurs, polytechniciens, etc., qui avait l'habitude de louer une partie de sa maison à des jeunes officiers.
je m'installais donc là-dedans et y restais pendant tout mon séjour. La vie à Lunéville n'était pas enthousiasmante. Les activités militaires du régiment étaient très réduites, et si je vois ça avec le temps qui passe, nos seules sorties intéressantes étaient en cet automne-hiver 1944, la reconstitution dans les villes libérées d'Alsace. Nous célébrions le 10e anniversaire de la campagne de 1944. Nous allions à Colmar, à Mulhouse, Strasbourg, dans les Vosges, avec mon escadron. C'était une charge, mais quand même une distraction. Rien de très particulier. La division dite atomique se montait. Nous avions perçu des chars modernes, et nous voyons l'horizon s'éclaircir petit à petit. Soudain, en mai 1954, ou 55 plutôt, nous étions en manœuvre à Mailly, grande manœuvre où le maréchal Juin venait nous inspecter, quand dans la nuit fut donné un ordre particulier, manœuvre arrêtée, la division tout entière part en Algérie, où des soulèvements ont eu lieu. Stupéfaction, nous nous attendions absolument pas, et pourtant c'était la réalité. Nous rentrons à Lunéville, préparation de l'embarquement, fin mai, et le 5 juin, nous étions à Alger. Dire la vitesse de l'affaire. Alger, installation rapide, très grand défilé de toute la division avec ses chars, ses canons sur le boulevard Front de Mer, afin d'impressionner les populations. Puis nous fûmes répartis dans les secteurs de Grande Kabylie, et notre escadron nomadisa, si l'on peut dire, à droite et à gauche dans toute cette région. En août, j'ai eu quand même l'occasion de prendre 3 semaines de permission et venir passer ce temps sur le bassin d'Arcachon. Retour, la division avait émigré sur la frontière tunisienne. C'est là où nous passions les 7 ou 8 mois suivants, à un travail qui était plus de présence sans beaucoup de résultats, à mon avis. Entre-temps, j'ai eu l'occasion, tout à fait par hasard, étant détaché dans un régiment parachutiste, de rencontrer le général Massu, qui me proposa de faire un stage de pilote. Pourquoi pas? L'armée venait de découvrir l'hélicoptère, et cette nouvelle arme, si on peut dire, cherchait des volontaires. Je m'inscrivis, fis acte de candidature, qui fut accepté aux grandes dames de mon colonel, qui me dit: vous allez quitter la cavalerie, c'est un scandale, vous allez tout casser. Réfléchissez. Je ne le suivis pas dans cette idée. Je passais les visites de contrôle, visites de PN, visites de technique, visites psychologiques, et le 14 juin, ou plutôt le 14 juillet, je me retrouvais à Versailles, affecté à un stage de sélection qui a lieu à Dax pour choisir ceux qui allaient pouvoir entrer
dans l'aviation légère de l'armée de terre comme pilote. Dur apprentissage, très sympathique, à Dax, pendant cet été 55, nous étions une vingtaine de jeunes officiers et nous volions sur avions légers, Piper, dans une ambiance, ce qu'on appelait valise, car les éliminations se produisaient pour la moindre faiblesse dans l'instruction. Donc c'était très contraignant de ce côté-là. J'avais un très bon moniteur et je passais les obstacles sans trop de difficultés. En octobre, je fus donc envoyé à Paris pour le stage hélicoptère proprement dit. La formation à l'époque se faisait dans une boîte civile, Fenwick Aviation, qui avait senti venir le vent et avait fabriqué, si on peut dire, de toutes pièces, une école de pilotage. Je passais 6 mois à Paris et période d'ailleurs où des grèves, manque d'essence, etc. rendaient les déplacements très difficiles. Au mois de mars 1957, ayant été reçu, j'étais affecté au groupe d'hélicoptères numéro 2 à Sétif, en Afrique du Nord. C'était la grande base de la Latte, où régnait en maître un personnage équivalent de Staline en Russie, le colonel Crespin, qui était le grand maître des lieux. Je quittais donc la cavalerie. Beaucoup de mes camarades à l'époque me dirent que je les trahissais. Je n'y pouvais rien. Comme chef de peloton, l'année précédente, en Algérie, j'avais eu un encadrement de sous-officiers que maintenant j'estime exemplaire. Mon sous-officier adjoint en particulier, ainsi que de jeunes maréchaux des logis qui avaient fait campagne en Tunisie et en Indochine, m'apportaient un soutien total et, sans que je m'en rende compte, me facilitait absolument la tâche. Les rencontres avec les félagas, je n'en ai jamais eu tellement directement. Nous tirions à droite et à gauche, si ce n'est un seul accrochage que j'ai eu en fin de séjour et qui me valut un succès relatif, puisque nous fîmes pas mal de tués et récupérant un matériel qu'on jugeait important, c'est-à-dire quelques pétards, quelques explosifs, ça. Ça me valut ma première citation. Il fallait bien commencer. Donc, je reviens à mon GH2. Ambiance totalement différente. Une énorme boîte, 2000 hommes ou plus de 2000 hommes, 120 lieutenants, etc., etc. Une centaine d'hélicoptères, enfin bref, la grosse usine. Après un stage de préformation sur hélicoptère de combat, je fus affecté à l'escadrille sur Sikorsky S-55, appareil américain qui était déjà en fin de carrière opérationnelle dans l'armée française. Et je passais 1 an comme copilote dans cette escadrille, en travaillant surtout dans la région des Aurès, les Nenemencha, autour de Harris, Batna, et que je commençais à sillonner dans tous les sens. Une fois en octobre 57, mon appareil fut touché lors d'une mission de transport et nous fûmes obligés de nous poser à Harris
et nous y restâmes plusieurs jours. Le moteur ayant été touché, il fallut le remplacer sur place. Petit détail que je passe rapidement quand même. Le temps passant, je voyais avec que les camarades qui pilotaient les bananes H21, appareils plus versés dans les héliportages importants, prenaient le dessus d'un intérêt particulier. Je fis ma demande pour passer sur H21, effectuer le stage de transformation à Bel Abbès, à l'autre bout de l'Algérie, pendant 3 mois, et qualifié sur ce type d'appareil qui était beaucoup plus gros, transporter théoriquement une vingtaine d'hommes, machine impressionnante et même agréable et confortable. Je rejoignis à nouveau le GH2, passé 1 an à Tébessa dans différentes opérations qui marquaient quand même des résultats de temps en temps importants. Les grandes opérations avec le général Schall en particulier. Je voulais vous dire aujourd'hui comment on devenait pilote d'hélicoptère en 1956. Voilà, ça a débuté par la visite médicale du personnel navigant que j'avais passée à Alger au mois de juin, et à laquelle j'avais été reconnu bon pour le pilotage. Affecté donc à un stage, je partais à Versailles, au centre psychologique de l'armée de l'air, aux petites écuries, où l'on testait les capacités manuelles et psychologiques des candidats pilotes. Cela se traduisait tout à la fois par des questionnaires ou des interrogations papier sur ce qu'on savait de l'aviation, de la météo, de la topographie, les domaines les plus variés, pouvant tester uniquement ce qu'on savait déjà. On passait également sur un espèce de simulateur pour voir nos réactions manuelles aux différentes commandes. Je me souviens que dans mon cas, j'étais particulièrement favorisé pour la manœuvre jonction là, des mains droites et des mains gauches, parce que j'avais été entraîné à tirer à Saumur sur les chars, les chars de tank destroyer, sur lesquels il fallait manipuler les 2 volants de la main droite et de la main gauche en croisant les mains. Ceci est un détail. Donc, après ces tests qui éliminèrent 50% des candidats, ce qui était le but, puisque d'après les STANAG qu'ils avaient établis, il fallait, pour rentabiliser la formation, avoir un certain niveau. Donc, la moitié des candidats repartirent. Je ne fus pas de cela, et j'étais envoyé à Dax faire un stage de pilotage avion, tout au moins de sélection avion, en vue d'une préparation ultérieure pour les hélicoptères. Je passe, personnellement, je pars à Dax. Entre-temps, sachant que je risquais de rester même quelques mois en France, j'achète une Renault, une 4 chevaux, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, les petites, et fouette cocher, Dax, où nous nous retrouvons une douzaine d'officiers à peu près de notre génération, candidats à cette sélection. Nous sommes dans l'inconnu, on nous présente les avions. Ce sont de modestes Piper Cub de 90 chevaux, mais qui nous semblent quelque chose d'imposant. La plupart d'entre nous n'avions jamais eu de contact réel avec l'aviation,
Moi-même, j'avais eu un baptême de l'air, je crois, je me rappelle à Biscarrosse, 7 ou 8 ans avant, et fait un vol lors de manœuvres militaires. Bon, bref, je me retrouve dans un poste avant là, de Piper Cub, le moniteur était par derrière, avec ce qu'on appelait un laryngophone, un casque, pour vous donner les instructions dans l'oreille. Dès le premier vol, on ne fait rien, on suit les commandes, et je vois avec effarement le moniteur qui titille, si on peut dire, le manche qui est devant nous, c'est-à-dire la commande, le manche à balai, ce qu'on appelle ainsi, dans tous les, enfin pas dans tous les sens, mais qui en permanence bouge de quelques millimètres. Ça m'impressionne beaucoup, disant quelle précision dans les gestes. Il en fait autant avec les pieds, des appuis très légers, contrairement aux grands coups qu'on donne dans les voitures. Voilà. Donc après cela, la séance suivante, on commence à piloter soi-même et on voit la difficulté de se réduire à des petits gestes pour tenir la ligne droite, monter, descendre. Ça nous semble quand même pas évident. Le moniteur a l'habitude, enfin ça fait partie de la formation, de faire ce qu'on appelle des abattés, c'est-à-dire moteur réduit, on cabre l'appareil et on le laisse décrocher, ce qui vous fait un trou dans l'estomac, et c'est au début fort désagréable. Peu et certains en ont le mal de l'air. C'est un des buts de ces tests, c'est de toujours éliminer. Donc nous voilà quand même en l'air, et on suit toute une série bien établie depuis déjà de nombreuses années, une formation progressive qui amène toujours à des coordinations de pieds, de jambes, afin de gouverner tant en direction qu'en profondeur. Alors les rituels, c'est augmenter la pente, diminuer la pente, augmenter la cadence, c'est-à-dire tourner dans un sens ou dans l'autre, et conjugaison de ceux-ci. Il faut arriver à un état total de réflexe, à tel point que, bien que ça semble maintenant ridicule, on est obligé de s'entraîner en dehors de l'avion, sur un tabouret, en poussant les mains et les pieds, faisant croire que l'on fait les gestes. Donc 2, 3, 4, 5 heures de vol ou 6 heures se passent. Ceux qui ont eu des notes moches ou un comportement physique assez aléatoire sont toujours éliminés. On appelle ça un stage valise. On est toujours prêt à faire la valise et à s'en aller. Le contrôle avec un chef testeur a lieu quelques jours donc après, et on passe entre ses mains et le nouveau verdict. Et si c'est bon, un beau jour, le moniteur à la descente du vol, sans arrêter le moteur, descend et vous dit « Allez-y, faites un tour de piste tout seul ». C'est ce qu'on appelle le lâcher, le premier vol en solo. Ça a lieu vers une dizaine d'heures de vol de pratique, c'est-à-dire une quinzaine de jours d'école. On est un peu ému, mais le moniteur vous connaît et sait qu'il, s'il vous lâche, c'est que vous êtes capable de bien vous en sortir. Le stage se termine, je passe 1 mois et demi à Dax, profitant un peu de la région, et direction Versailles-Satory pour le stage hélicoptère, pour lequel je suis donc retenu. Satory délègue ses pouvoirs à une école civile, Fenwick Aviation, qui est basée à Issy-les-Moulineaux et qui exploite une flotte d'hélicoptères Bell qu'ils appellent pompeusement des hélicoptères Fenwick Bell, parce qu'eux-mêmes ont rajouté un petit accessoire pour justifier leur signature.
Là, les moniteurs sont de jeunes pilotes qui viennent souvent de l'armée de l'air, qui ont été démobilisés, enfin qui ont quitté depuis quelques mois, et vous prennent en main pour un stage qui doit durer 6 mois et 120 heures de vol. On découvre l'hélicoptère. L'hélicoptère, donc, c'est le Bell Fenwick 47, c'est ce qu'on appelait à l'époque 47J, qui maintenant nous semble bien antique. Moteur à piston, pas de commande assistée et quelques cadrans qui nous sautent aux yeux. On croit avoir une quantité d'instruments. En réalité, il n'y en a que 4 ou 5, mais enfin, les commandes, il y a le même manche que celui que l'on a sur les avions, c'est-à-dire le manche à balai qui actionne le rotor au-dessus de sa tête, le rotor vers l'avant, vers l'arrière, à droite et à gauche. Et conjugué avec le palonnier, qui lui n'actionne pas une gouverne comme sur les avions, mais une petite hélice qui est à l'arrière et qui empêche l'appareil de tourner sur lui-même. Le tout est de faire une coordination entre le palonnier et le manche à balai. Pour compléter le tout, il faut piloter le moteur. Le moteur, c'est un moteur à explosion classique. Pour nous, un moteur de 200 chevaux. Et il s'agit de tenir un régime moteur, donc un régime rotor absolument constant. Aux alentours de 150 tours, si je me souviens, il ne s'agit pas de s'en écarter de plus de 10 ou 12 tours. C'est une précision absolue. Il y a une poignée des gaz sur la poignée de gauche, ce qu'on appelle le pitch. Le pitch, c'est lui qui commande et les pas des pales du rotor, donc à monter verticalement ou à descendre. Toujours une coordination entre ces éléments. On appelle ça la coordination gaz-pas. Donc nous voilà embarqués là-dedans. C'est après des jours les premiers pilotages avec on ne touche pas aux commandes, on le suit aux commandes et on met les mains dessus et on s'aperçoit d'une vraie gymnastique, enfin une précision absolue dans tous les gestes qui nous effraient. On part absolument dans tous les sens, marche avant, marche arrière, en avant, en montant, en descendant, enfin, une vraie pagaille. À bout de une ou 2 heures, on commence à maîtriser cette folie de l'appareil et on peut commencer à effectuer quelques manœuvres classiques, tout à fait classiques au départ, un tour de piste, voilà, s'arrêter, partir. Tout cela semble maintenant ridicule, mais à l'époque ça en fait échouer un certain nombre, car toujours le contrôle toutes les semaines et la valise éternelle à la porte de la chambre. Pour moi, j'habitais à l'époque près de la porte, près de quai de Javel, hein, dans un hôtel rue de Casablanca à Paris, mais nous profitions peu de la région parisienne, puisque nous partions le matin du terrain de Dissy-Moulineaux pour aller dans la campagne à Crespierre, à une trentaine de kilomètres. On s'y rendait avec un minibus, on y passait la journée en déjeunant là-bas, dans une ambiance vieille aéronautique, c'est-à-dire qu'il y avait une popote avec un restaurant civil, mais personne connaissant tous les vieux pilotes, enfin, ambiance un peu décontractée, mais mélangeant des pilotes de l'armée de l'air qui faisaient un stage en même temps que nous, que quelques gendarmes et même quelques pilotes civils qui avaient assez d'argent pour se payer ce luxe. L'heure de vol à l'époque était de 30 000 francs, ce qui n'était tout à fait hors de portée.
J'ai le souvenir d'un seul civil payant de sa poche, c'était M. Coty, parfumeur, qui venait à titre en dilettante, si on peut dire, amené par son chauffeur en Rolls-Royce, et qui s'y mettait doucement. Donc voilà cette histoire de coordination GASPA et puis nombre de tours rotor. Je possède toujours chez moi un appareil comme ça, un vieux instrument de bord sur lequel est inscrit ces repères fatidiques que l'on retrouvera sur tous les hélicoptères classiques jusqu'à l'apparition de la turbine. Le stage donc de 120 heures, et j'ai déjà dit, qui se termine par un brevet militaire qu'on va passer à Dax avec des moniteurs militaires, et on complète cela par un stage en montagne que nous faisons à Barcelonnette dans les Alpes de Haute-Provence, à 2000 et quelques mètres, pour s'entraîner sur la neige, sur les glaciers et en température, donc puisque l'hélicoptère est tout à fait sensible à variation d'altitude et de température. Il perd sa puissance en montant, ce qui est évidemment très gênant. Voilà pour la formation de base. Test avec entre-temps ce qu'on appelle les descentes en autorotation, c'est-à-dire l'entraînement en somme à la panne moteur. On coupe les gaz, étant à 100 mètres, on compte toujours en pieds, d'ailleurs 300 pieds, on coupe, on descend en gardant une certaine vitesse, et le rotor tourne uniquement par l'effet du vent. C'est un exercice qui demande quand même beaucoup de précision. Et à l'époque, maintenant c'est révolu tout cela, mais on comparait cela à un appontage sur un porte-avions. Je passe toutes ces épreuves, je suis breveté, je crois, avec le numéro 252 de la LAT, c'est qui est maintenant un chiffre qui fait figure de tout à fait ancien, et je suis dirigé vers le groupe d'hélicoptères numéro 2 à Sétif, où je débarque au mois d'avril. Donc sur cette base dont j'ai parlé, une grosse base qui regroupe tous les hélicoptères de l'Est algérien, et une centaine d'appareils. Là, je ne suis pas, après un stage qu'on appelait préopérationnel, je ne suis pas dirigé sur les hélicoptères légers, mais on m'envoie sur ce qu'on appelait les hélicoptères moyens, les Sikorsky, appareils donc déjà anciens, qui ont fait la fin de la campagne d'Indochine, et qui en opération commencent à être abandonnés en première ligne pour être remplacés par les H-21, les bananes. Donc me voici sur Sikorsky ou Westland, parce que la version anglaise a été achetée également par les Français dans le cadre de la pénurie due au combat d'Algérie. La France a acheté tout ce qui se trouvait sur le marché. Et très rapidement, je pars en mission en SICO avec de jeunes sous-officiers qui sont même plus jeunes que moi et qui ont un grade de sergent alors que je suis lieutenant. Mais ça, c'est le principe classique de l'aéronautique, où la qualification est à priorité sur le grade. Tout de suite des vols intéressants en Sikorsky dans les ORS. Je me rends compte de ma faiblesse, de ma capacité au pilotage. Heureusement que le premier pilote supplée à ses insuffisances.
et fort gentiment d'ailleurs. Je me rappelle du sergent Chassin, qui est devenu ensuite directeur de l'aéroport de Pau, il n'y a pas si longtemps. Donc pendant plus d'une année, on est copilote, on accumule des heures de vol dans les missions. L'équipage se compose d'un pilote, un copilote et un mécanicien qu'on n'embarque pas toujours en vol parce que nos capacités de transport au point de vue poids sont limitées, et parfois d'une infirmière. L'appareil peut emporter théoriquement 6 blessés sur brancard, 3 superposés, ce qu'on n'a non plus jamais réalisé, mais il arrive d'en transporter 4. Nombreuses missions dans ce genre, toujours appareil ou en détachement à droite et à gauche pendant 8 jours, 15 jours, et je survole en cet été 56 et 57, oui plutôt 57, tout l'Est constantinois. Il fait très chaud dans les appareils. On a la combinaison de vol qui est agrémentée de toute une tache blanche, c'est l'évaporation de la sueur dans cette fournaise qui est sous la bulle de plexiglas, enfin largement vitrée, qui est le poste de pilotage. On prend allègrement des cachets de sel, et la fatigue physique se fait parfois sentir au point que certains pilotes sont arrêtés par le médecin pour avoir des tensions qui tombent à des chiffres de 6 pour vraiment montrant la fatigue. Pendant ce temps-là, on voit également de plus en plus les nouveaux appareils, les H-21 et les bananes, gros appareils dont j'ai déjà parlé en d'autres occasions, de birotor, fait une vingtaine de mètres de long, il peut théoriquement emporter 21 passagers, et les fabrications américaines, Piasecki, et a une allure beaucoup plus moderne, beaucoup moins pataude que nos Sikorsky. Nous les voyons avec une certaine jalousie, et les pilotes jouent un peu au grand chef à bord de ces appareils. Ils volent en formation de 5 ou 6 et participent aux héliportages. Tant et si bien que l'année suivante, ayant entre-temps été nommé quand même premier pilote chef de bord et accompli un certain nombre de missions comme telles, je pars en stage à Sidi Bel Abbès pour ma transformation sur H21. Renouveau, même circuit, toujours pareil, la coordination GASPA, ça n'a pas évolué, mais c'est sur des machines plus grosses. Au bout encore une trentaine d'heures de vol de qualification, et je retourne à Sétif comme copilote H21. Nombreuses opérations dans le cadre de ce qu'on appelle un DIH, détachement d'intervention héliportée. Nous vadrouillons avec un cirque, si j'ose dire, d'un environnement, c'est-à-dire 6 hélicoptères, donc avec les 2 pilotes par appareil, un mécanicien, un mousse, c'est-à-dire un deuxième classe qui a quelques connaissances aéronautiques et qui fait l'entretien, les aides pour les pleins, chose à laquelle même les pilotes participent quand ils en ont l'obligation. Nous avons un chef mécanicien pour l'ensemble, une infirmière, une IPSA, donc une certaine autonomie. Les mécaniciens sont chargés d'avoir un minimum de ravitaillement à bord pour prévoir les coups où on passe la journée dans la nature.
opération dans tous les sens. Je fais ça pendant 2 ans, entre Alger, Sétif, Tébessa, Soukaras, la frontière algérienne, et jusque dans le sud, Sidi Ougba ou Biskra. Voilà. Quelques émotions quand même de temps en temps, surtout l'été, lorsqu'on à 2 heures de l'après-midi, on héliporte les commandos sous un soleil de plomb et sur les pentes du Haut-Dna, dans le cadre de l'opération Jumelle ou Étincelle. Il nous est arrivé de faire des crashs verticaux avec une vitesse telle que on arrivait à faire éclater, les pneus du train pour plaquer l'appareil au sol. Ce sont des souvenirs divers. Comme j'ai eu l'occasion de piloter l'appareil attribué au général de Gaulle quand il venait, une banane particulière qui était équipée de fauteuils un peu plus, type Air France, et d'une climatisation qui nous faisait un peu sourire. Le temps passe, opération, vol de nuit, c'est le début des vols de nuit. On nous apprend que c'est le vol sans visibilité pour simplement nous mettre en garde contre ce genre de vol, parce que l'hélicoptère est tellement instable et que les instruments nous n'arrivons pas à maîtriser les instruments de bord de pilotage sans visibilité. Donc il s'agit de ce qu'on appelait une mise en garde. Voilà. En même temps, on voit apparaître parallèlement à nos appareils les turbines sur les Alouettes. Les Alouettes, il y a petits appareils rapides et qui nous semblent à l'époque surpuissants, avec une turbine qui vraiment est plus souple que le moteur à piston. Il n'y a plus cette fameuse coordination gaz-pas. On commence à arriver à un perfectionnement très net dans nos genres d'aéronefs. Ce sont les Alouettes qui font les leaders de guidage, puisque en opération, le commandant d'opération est en l'Alouette en général, et il coordonne avec les avions d'appui de l'armée de l'air, les chasseurs, ce qu'on appelle le nettoyage, c'est-à-dire le mitraillage d'une DZ qui peut sembler louche avant le poser. On trouve également des Alouettes et même des bananes qui sont armées de roquettes. On innove tous les jours, on cherche la formule la plus performante. Et maintenant, tout cela rentre en jeu de façon classique avec les gazelles, les pumas et tigres et nouveaux appareils. Nous sommes un peu quand même les précurseurs à l'époque. Donc, je passe ensuite commandant de formation, c'est-à-dire leader de l'ensemble, et c'est avec une certaine émotion et un rôle assez important qu'on s'entend annoncer à la tour de contrôle ici les leaders jaunes avec 6 appareils, Victor Alpha, Victor Delta, Victor Echo, Victor etc. Départ, mission 73-52, 17 hommes à bord. C'est assez souvenir également ces 2 missions en masse sur la frontière tunisienne, où nous avons opéré avec 3 DIH simultanés. Et je peux vous dire qu'avoir 18 hélicoptères en vol se posant presque simultanément, ça ne semble rien, mais ça fait une sacrée impression de masse et de puissance. Ce sont tout au moins l'impression que j'en ressens. Puis je vous parlais maintenant de
l'ambiance générale. J'ai oublié de mentionner le Piper Cub qui survolait les opérations dans le cadre général et qui jouait un peu le chef d'orchestre, arrivant à faire jouer l'ensemble, avions d'appui d'armée de l'air, hélicoptères, observations. C'était des observateurs étaient certains de sacrés bons hommes qui avaient un très gros boulot. Question ambiance, je voulais dire, l'ambiance au GH2 était une ambiance de fanatisme. Les gens couraient après l'émission, on se les disputait, le tableau bord, le tableau d'ordre inscrit était surveillé, et un tel a fait tant de missions et moi j'en ai fait une de moins, etc., etc. C'est pour dire que on n'était pas déplanqués. Les relations avec l'armée de l'air dans nos détachements étaient parfaites, contrairement à ce que certains peu grands chefs voulaient faire croire. Sur les bases aériennes comme Tébessa, nous étions en osmose totale, nous vivions totalement avec eux, aux messes, d'ailleurs c'est eux qui nous hébergeaient et qui nous logeaient, et vraiment nous avions des camarades qui valaient absolument ceux de l'armée en général. D'ailleurs, les premiers messages de félicitations lorsque je me suis marié vinrent de l'escadrille de 472 de Tébessa, que nous avions donc fréquenté pendant plusieurs mois, et avec lesquels j'avais d'ailleurs effectué personnellement une douzaine d'heures de vol aux grandes dames du colonel Crespin, qui interdisait qu'on vole sur les appareils de l'armée de l'air. Mais j'ai effectué ainsi plusieurs missions de mitraillage ou à bord des fameux T6. Au moment du départ d'Aïd Arnat, en guise d'adieu, au décollage, le pilote d'Air France prévenu fait un dernier passage sur les rangées de bananes. Je vous revois tous, mes camarades, qui avons porté sur le béret bleu l'insigne du groupe, histoire de nous distinguer des autres formations. Crespin, avec sa voix rocailleuse de la Lozère, PM, le mystique huguenot du pays des Cathares, Lafarie à l'air toujours bougon, le grand Régis, Berniaud, Marchal, Cavé, le Botmel, Marchal, l'homme du Maxiton, et tous ceux qui arrivèrent un jour de 56, la première fournée des sous-lieutenants sortant d'école d'application. Jordanov, Tatin, Hauser, Folck, Brosadelli, Fileux, Revel, Gouillon. Comment ne pas oublier les vieux sous-officiers qui débutèrent les hélicos en Indochine, et Malgras, du Rozoy, Pérez. Oui, le GH2 fut une très grande équipe, très jalousée, très enviée. J'ai eu l'honneur d'y servir pendant 4 ans, d'y effectuer 2000 heures de vol, 4 citations. Ma Légion d'honneur ne vint pourtant qu'en 69. Des souvenirs de précurseurs, de la latte d'aujourd'hui sans doute. Elle est devenue beaucoup plus technique, mais beaucoup moins folklorique. Voilà. Pour quitter circuit fréquence, comme on dit. Voilà.